Chestago, je suis Audrey Carlo et j'ai le plaisir d'animer cette nouvelle émission avec Cécile Ourquet. Dans l'épisode de ce mois, nous parlerons des valeurs de référence en hémostase, comment bien les identifier et quelles sont les recommandations. Cette question est de la plus haute importance car de bons intervalles de référence sont nécessaires pour une interprétation correcte des résultats des patients. Et nous accueillons aujourd'hui Jérôme Pinto, manager du support technique international. Jérôme, tu es chez Stago depuis plus de 13 ans et tu as occupé la place de spécialiste d'application à l'international pendant 8 ans. Tu es donc repéré comme une pointure dans ce domaine. Bonjour à tous, ravi d'être avec vous et nos auditeurs. Bonjour Jérôme. On va commencer par replacer le contexte avec une question très simple comme d'habitude. Qu'est-ce que l'intervalle de référence pour une méthodologie ? Alors, la plage de référence est parfois aussi appelée intervalle de référence. Alors, la terminologie, elle est importante. Plusieurs valeurs de référence sont mesurées sur des échantillons de référence individuels. Alors, ces valeurs permettent de déterminer une plage de référence ou un intervalle de référence. En gros, la plage de référence, c'est la plage de résultats normaux pour les paramètres que vous mesurez. Parfois, on appelle aussi valeur normale, mais valeur de référence est probablement plus précis car on a appris dans ce podcast que la normalité était assez difficile à définir en santé. Bah oui, c'est vrai. En fait, la normalité, c'est une notion assez binaire, hein. Il faut pas oublier que les personnes de référence que vous allez tester se sont présentées d'une manière ou d'une autre dans les services de santé. C'est la raison pour laquelle l'ICSH, le Conseil international de normalisation en hématologie, a récemment publié un guide dans lequel il exprime clairement le fait que les personnes chargées d'établir les intervalles de référence pourraient nécessiter une prise de sang spécifique et ne devraient pas être celles définies comme, entre guillemets, normales par le laboratoire, mais plutôt cliniquement évaluées comme ça, comme des donneurs de sang peuvent l'être. Et donc tu disais tout à l'heure, ces valeurs de référence se réfèrent quelque part à des résultats normaux ou attendus pour un test, si j'ai bien compris. Oui, exactement. Alors les résultats tombant dans la plage de référence peuvent être considérés comme normaux en laboratoire. Cependant, il ne s'agit pas clairement de limite de décision médicale. Attention, hein, un résultat de laboratoire à lui seul, il ne signifie pas grand-chose sans symptômes cliniques ou biomarqueurs pouvant être mesurés pour la conclusion diagnostique. Cependant, ça permet également de rationaliser l'activité du laboratoire. Ah oui, comme par exemple pour l'auto-validation des résultats pour des data managers. Oui, exactement. Et donc Jérôme, maintenant que nous savons tous ce que c'est qu'un intervalle de référence, comment pouvons-nous le déterminer correctement ? Alors ça, c'est la grande question. Il existe des directives, des normes assez simples. La norme clé, c'est le CLSI C28A3 qui a été publié en 2008. Alors, si vous n'êtes pas comme moi et vous n'avez pas cette norme comme livre de chevet et c'est 72 pages, il existe aussi un article publié par Donna Castellone de l'IJLH qui a été publié en 2017. Il y explique la méthodologie adoptée pour les laboratoires de coagulation en seulement 7 pages cette fois-ci. Ah, donc c'est une bonne astuce, Jérôme. Et cet article est également cité comme source pour les guides de ICSH, d'ailleurs, que tu as mentionné précédemment. L'une des premières étapes consiste donc, si nous l'avons bien compris, à sélectionner les individus à partir desquels les échantillons seront prélevés. Oui, et ça, c'est un des points très importants. Il faut savoir, ça, en matière de coagulation, c'est quoi ? C'est s'assurer de l'absence de maladie chronique, c'est savoir s'il y a un médicament qui a été pris, mais aussi, il faut aussi penser aux femmes qui sont sous contraceptifs, en période d'allaitement, etc. Donc là, on revient vers le questionnaire habituel pour un don du sang, par exemple. C'est vrai, Cécile, et encore une fois, je pense qu'on peut insister sur le fait que ça veut dire que les patients trouvés normaux dans un test de laboratoire ne peuvent pas être revendiqués comme des individus de référence et utilisables à cet effet pour la détermination des intervalles. Oui, complètement. Mais il faut aussi garder à l'esprit que si vous devez établir un intervalle de référence pour des personnes âgées ou pour des enfants, vous ne pourrez peut-être pas aller les chercher dans les échantillons dans une banque de sang. Ça dépendait donc vraiment du type de plage de référence que vous établissez. Alors, le deuxième conseil, et qui est ultra important, c'est l'étape préanalytique. Alors Jérôme, pour ça, le sujet est très vaste et d'ailleurs, nous allons avoir un podcast qui sera dédié à ce sujet. As-tu un point précis peut-être à partager où il faut vraiment avoir un point de vigilance sur le préanalytique ? Ouais. Bon, alors déjà, très bonne idée pour le podcast sur les variables préanalytiques. Non, merci. Pour les valeurs de référence,
Alors, le premier vrai conseil, c'est d'être très attentif dans la procédure de préparation des échantillons. C'est important, la cohérence dans la collecte des échantillons pour tous vos tests de laboratoire, elle est essentielle pour l'établissement correct d'un intervalle de référence. Personne ne veut introduire des variables préanalytiques du coup dans l'établissement de ces valeurs de référence. C'est très clair, on va garder ça en tête. Et donc maintenant, Jérôme, la réponse que tout le monde attend. Combien d'échantillons pour cette détermination de l'intervalle de référence? Alors, t'as suspense. Bon, alors, la norme, elle exige un minimum de 120 échantillons individuels. Ça peut paraître beaucoup, mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce nombre, il permet d'être sûr que les analyses statistiques ultérieures vont être significatives. Oui, et encore, il faut être sûr que dans ces 120 personnes, on a un minimum de 120 résultats valides. Il faut faire vraiment attention d'évaluer la présence de valeurs aberrantes dans ce lot. Oui, en effet. Puis il faut établir l'intervalle de référence en suivant l'une des 3 techniques proposées par le CLSI. Alors, premièrement, si votre distribution est gaussienne, 95% de vos valeurs de référence seront comprises dans l'intervalle plus ou moins 2 écarts types. Ce sera donc votre intervalle de référence. Deuxièmement, si la distribution n'est pas normale, dans ce cas-là, vous opterez pour une détermination de la plage non paramétrique et la limite inférieure sera 2,5 percentiles et la limite supérieure 97,5 percentiles. Et donc là encore, entre le 2,5e et 97,5e percentile, on décrira 95% de la population de référence. Bravo, tu as tout compris, Audrey. Alors ensuite, la 3e méthode, on l'appelle la méthode robuste. Celle-là, elle est vraiment utile lorsque, après avoir exclu les valeurs aberrantes, par exemple, il vous reste moins de 120 résultats. La méthode robuste, elle est assez complexe à expliquer, mais énonce très simplement ce qu'il s'agit d'une méthode statistique qui minimise l'impact des valeurs aberrantes. Cette méthode détermine les intervalles de confiance en randomisant l'ensemble des données dans plusieurs intervalles et en utilisant une technique appelée bootstrap. Ouh là là, ça a l'air assez complexe, mais c'est bien de savoir que ça existe, hein, en 3e alternative. Et encore, moi je reviens à mes 120 échantillons parce que je trouve que ça fait beaucoup. Sais-tu s'il existe un moyen pour un laboratoire de se fier par exemple aux intervalles de référence du fabricant à partir de la notice du produit pour éviter ce genre de choses? Oui, bien sûr, c'est possible. Mais il ne faut pas oublier que vous devrez quand même contrôler la plage de référence, car vos conditions préanalytiques, elles peuvent être légèrement différentes de celles dans lesquelles le fabricant du kit l'a déterminé. Oui, donc pour cette expérience de contrôle, tu dois d'abord t'assurer que le test est comparable. C'est là que le principe de transfert décrit dans le CLSI C28A3 entre en scène. On peut prendre 2 exemples. Premier exemple. Vous modifiez la méthodologie d'un de vos paramètres dans votre laboratoire. Là, dans ce cadre de validation de votre test, vous devrez corréler votre nouvelle méthodologie à l'ancienne, avec des échantillons couvrant autant que possible la plage de mesure du test. Et d'ailleurs, sur la comparaison de méthodes, le CLSI EP9A3 recommande également de couvrir toute la plage de mesure du test, mais on retrouve à nouveau la difficulté de trouver des échantillons pour toute cette plage de mesure. Ça peut être compliqué parfois. Oui, c'est sûr. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe des kits commerciaux de plasma congelé à cet effet. Ce que je propose, c'est de contacter son fournisseur pour voir s'il a ce type d'échantillon disponible. Ok. Et puis si mon nouveau test est bien corrélé, comme on l'a dit précédemment, vous pouvez utiliser et y appliquer l'équation de corrélation pour transférer votre intervalle de référence. As-tu un autre exemple, Jérôme? Car tu as dit ceci est un premier exemple. Oui, il y a un deuxième exemple qu'il faut considérer. Imaginez que vous installez un nouvel instrument dans votre laboratoire ou juste vous changez un lot de réactifs. Mais cette fois-ci, vous ne changez pas la méthodologie elle-même. C'est ce que le LSI appelle, entre guillemets, un système analytique comparable. Cette fois-ci, vous devez à nouveau montrer cette comparabilité. Et comme les conversions de l'eau se produisent fréquemment, le laboratoire pourrait être intéressé par l'achat de ces fameux échantillons congelés, comme j'ai dit précédemment. Oui, car on y revient, le laboratoire ne peut pas toujours disposer d'une plasmathèque prête à l'emploi pour tous ces changements de l'eau, ces comparaisons d'instruments, etc. On est bien conscient que qualifier et sauvegarder de telles plasmathèques, c'est pas l'activité principale, là où réside la productivité du laboratoire.
Oui, alors lorsque vos systèmes sont trouvés puis analytiquement comparables, vous devez contrôler votre plage de référence en utilisant généralement 20 à 40 échantillons de référence individuelles et en vérifiant qu'ils tombent bien dans la plage de référence précédemment déterminée. C'est quand même plus pratique que de déterminer à nouveau à partir de 120 échantillons ou plus, comme on peut l'imaginer. Oui, ça semble beaucoup plus simple. Merci d'avoir éclairé cette notion de transfert. En tout cas, moi, j'avais pas imaginé qu'on pourrait dire autant de choses sur les intervalles de référence, donc merci Jérôme pour toutes ces informations. Il est temps pour nous de terminer cet épisode. Vous trouverez les références bibliographiques utiles dans la barre de description du podcast. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux comme LinkedIn et Twitter et de vous abonner à notre série de podcasts Ask Stago sur votre plateforme préférée. Vous pouvez aussi nous contacter à ask@stago.com pour challenger notre équipe et proposer un prochain sujet. Merci à tous pour votre écoute. La suite au prochain épisode. Ce podcast vous est proposé par Stago. Diagnostics is in our blood.